Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Ils sont 8% des quelques 800 000 enseignants en France. Ce sont les enseignants contractuels, moins payés, moins formés et surtout moins considérés. Quel est aujourd'hui le rôle, le statut et la considération qui est offerte aux enseignants contractuels? Pourquoi des milliers de personnes continuent chaque année à envoyer leur dossier de candidature et comment vit-on au quotidien ce poste de contractuel? On en parle avec notre invité du jour. Coup de projecteur ensuite sur une très belle initiative. Donner envie aux jeunes issus de milieux défavorisés de travailler dans des métiers artistiques et culturels, c'est le bon point du jour. Et puis dans sa chronique, Guillaume Buan va faire un tour d'Europe. Alors rassurez-vous, on ne va pas bouger, il n'y aura pas de bilan carbone éclaté, mais simplement il va nous parler du coût des études en Europe. Et c'est tout de suite, et Guillaume, eh bien, on le retrouve dans l'actu en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. On commence cette actualité en bref avec, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas l'ouverture des inscriptions au concours de recrutement des enseignants. Ça y est, c'est ouvert. Et ce, dès midi. Vous avez jusqu'au 9 novembre prochain pour déposer votre candidature. Pour cela, rendez-vous sur le site internet devenirenseignant.gouv.fr. Et pour donner envie, le ministère élabore en ce moment avec les organisations syndicales un plan d'attractivité et de reconnaissance du métier. Il viendra compléter la revalorisation salariale également qui est mise en place grâce à la hausse du budget du ministère de l'Éducation nationale qui est prévue dans le plan de loi de finances, plus 3,9 milliards d'euros. Cette augmentation salariale s'élève à plus de 11% en moyenne entre avril 2022 et janvier 2024. Elle va concerner l'ensemble des professeurs. Elle est sans condition, il faut le rappeler. Ainsi, les professeurs néo-titulaires débutant à la rentrée 2023 à 2102 € net par mois contre, il faut le rappeler, 1700 € en 2020. Et on aura l'occasion de revenir sur ces questions d'attractivité du métier d'enseignant avec notre invité Nedjid Sidi Moussa qui a publié un ouvrage sur les contractuels. On va parler désormais de ces chiffres dévoilés par le ministère de l'Éducation nationale. Sur Parcoursup, plus de 93,5% des bacheliers, et on parle uniquement des bacheliers, c'est la subtilité, ont reçu au moins une proposition d'admission, Guillaume. Sur la session 2023 qui s'est clôturée il y a peu de temps, le 14 septembre dernier, 917 000 candidats, il faut le savoir, qui ont postulé via la plateforme auprès de 23 000 formations qui proposaient des diplômes reconnus par l'État bien sûr, 9 000 par la voie de l'apprentissage également. Des données qui sont en hausse par rapport à l'an passé. Il y a eu plus de 11 millions de vœux et de sous-vœux formulés sur le site. Et pour les étudiants en recherche d'une réorientation, les résultats montrent également un taux de progression qui est en forte hausse. 2 points de plus par rapport à l'année passée. Néanmoins, à ce jour, petit bémol, 148 candidats sont sans formation. Ils sont donc accompagnés par la commission d'accès à l'enseignement supérieur. Un chiffre qui est toutefois en baisse par rapport à la session précédente. Par ailleurs, pour la 4e rentrée consécutive, une enquête a été réalisée auprès de ces néo-bacheliers, notamment sur la perception de Parcoursup. On sait que ça a fait débat pendant un petit moment. Alors pour 73% des lycéens, eh bien, le délai d'attente est jugé satisfaisant. 76% des sondés sont satisfaits des réponses qu'ils ont obtenues. En revanche, eh bien, 8 lycéens sur 10 estiment que la procédure est toutefois stressante. Merci pour ces informations. À noter, j'aime bien le préciser que les 93,5%, c'est des bacheliers, puisque le ministère, depuis des années sur Parcoursup, ne communique que sur les bacheliers. Et il y a près de 300 000 élèves en réorientation dont on ne parle pas parce que pour eux, c'est beaucoup plus compliqué. Ça vaut le coup de le noter. Volet judiciaire désormais, un adolescent de 16 ans a interrompu un cours pour faire l'apologie présumée du terrorisme. Et il a été placé dans un centre éducatif fermé dans l'attente de son jugement. Oui, un jugement qui va se tenir le 16 octobre prochain, donc pour apologie du terrorisme et menace de commettre un crime. Ça s'est déroulé en Isère vendredi dernier dans un lycée professionnel de Vienne. Juste après avoir visionné une vidéo de l'État islamique, un adolescent de 16 ans s'est donc levé en plein cours tout en criant Allah Akbar devant toute sa classe. Le jeune garçon a ensuite, selon nos confrères du Figaro, menacé de commettre un attentat devant le proviseur si ce dernier l'excluait. Il a passé 48 heures en garde à vue. Il a été déféré devant le parquet juste après une expertise psychiatrique. L'adolescent est toutefois inconnu du renseignement territorial, mais il a déjà été condamné à 2 reprises selon toujours le Figaro. Il est suivi par les juges pour enfants de Vienne et notamment il est connu pour 2 dossiers, l'un pour vol en effraction en mai 2023 et l'autre pour infraction à la législation sur les stupéfiants, c'était en mars de cette année. Tous ceux qui ont
peur. Des petites bestioles vont continuer à avoir peur. Puisqu'après les transports en commun, à Marseille, c'est désormais un collège qui est fermé à cause des punaises de lit. Je déteste ça. Oui, je sais que vous détestez ça, justement. C'est un fléau qui nous concerne tous en ce moment. Et l'heure est au grand nettoyage dans cet établissement du 3e arrondissement de Marseille. Comme le fait savoir France Bleu Provence, la fermeture devrait durer jusqu'à lundi prochain tout de même, le temps de procéder au traitement des bâtiments, l'aération, le nettoyage. Une première alerte avait été adressée en début de semaine par le rectorat, mais ces petites bêtes ont été aperçues dans différents endroits de l'établissement. Des insectes retrouvés aussi dans les cartables des élèves, donc ramenés peut-être à la maison. Il va falloir vérifier tout cela. Malgré tout, l'enseignement se poursuit pour les élèves via un site internet spécial où il y a les devoirs et les exercices à faire à la maison. Et puis, pour ceux que ça commence à démanger, à gratter, on continue sur cette thématique, puisqu'à Bordeaux, faisons le tour de France des punaises de lit, c'est un crous qui est infecté. Oui, et puis là, les étudiants ont tout simplement dû quitter leur logement du crous de Bordeaux. Alors, ce n'est pas une première. Déjà en 2012, les insectes avaient envahi plusieurs établissements étudiants, mais cette année, il semblerait qu'il y en ait de plus en plus. Selon plusieurs témoignages, l'entreprise qui traite les punaises de lit est déjà passée 6 fois et rien n'y fait. Alors, depuis, les étudiants ont pu retourner dans ces chambres mi-septembre. Malheureusement, il y a encore et toujours ces punaises de lit. L'organisme, on pense au Crous, donc n'a toujours pas répondu aux questions de nos confrères. Et à suivre, bien sûr, suivre de près la situation. Invité d'ailleurs de France Inter, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, s'est voulu rassurant. De panique générale, on n'est pas envahi par les punaises de lit, ça n'a rien à voir avec l'immigration, s'il fallait le redire, je le redis, ça a à voir avec la mobilité. Quand vous revenez de l'étranger, vous pouvez porter des punaises de lit en étant cadre et dans un avion tout nickel. Donc c'est pas ça le sujet aujourd'hui il y a des gestes simples, si ça marche pas, il y a des entreprises agréées et on va travailler à ce qu'il n'y ait pas d'abus parce que les gens après, dans ces situations-là, ils sont quelquefois prêts à payer des prix qui sont déments. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui était donc l'invité ce matin de nos confrères de France Inter. Non, et je voulais rappeler évidemment, comme pour le Covid, les gestes barrières. Quand on rentre chez soi, on ne pose pas ses affaires directement sur son lit, on les met dans un petit sas et on regarde, on fouine pour éviter l'infection généralisée. On sort de cette page punaise de lit pour mon plus grand bonheur et on va à Lyon où on parle cette fois d'une thématique, c'est le mal logement étudiant avec une manifestation qui est en cours. Effectivement, c'est un sujet qui a marqué la rentrée scolaire. Mi-septembre, le syndicat étudiant UNEF a alerté sur les conditions d'hébergement des étudiants en résidence Crous, notamment dans une résidence du 8e arrondissement de Lyon. Le syndicat scolaire étudiant organise d'ailleurs un rassemblement pour demander un droit au logement digne pour les étudiants. Les organisations revendiquent notamment la prise en charge immédiate des jeunes actuellement sans logement, la mise en place d'un plan de construction aussi massif de logement du Crous pour pouvoir héberger 10% des étudiants d'ici 3 ans. Là où en 2022, le Crous de Lyon-Saint-Étienne ne pouvait même pas en accueillir 5%. D'ailleurs, la semaine dernière, la métropole de Lyon a débloqué plus de 3 millions d'euros tout de même pour accélérer cette construction. Et les élus locaux visent la construction de 4 850 logements à l'horizon 2029, ce qui permettrait en gros d'héberger 9,5% des étudiants qui sont pour leur sans logement, mais c'est toujours en deçà de l'objectif qui est fixé par le gouvernement, qui est aux alentours de 10%. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces informations. Imaginez passer le plus clair de votre temps avec des enfants qui ne sont pas les vôtres, pour un métier que vous avez clairement choisi par défaut, ouvertement méprisé par des pans entiers de la population. Cette description vous fait rêver? Pas vraiment. Et pourtant, c'est ainsi que Nedjib Sidi Moussa décrit le métier de professeur contractuel. Il est d'ailleurs contractuel dans des établissements de banlieue parisienne et il livre un témoignage glaçant, offusquant et parfois terrorisant sur l'état de notre système d'éducation. Alors, comment sauver la maison éducation nationale? Faut-il une réforme autour des enseignants contractuels? On en parle tout de suite avec l'auteur de cet ouvrage. Bonjour Nedjib Sidi Moussa. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité du Grand JT. Vous êtes docteur en sciences politiques, enseignant contractuel d'histoire-géographie et d'éducation civique et morale, c'est ça? Tout à fait, l'EMC, ça. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, il ne faut pas l'oublier. J'ai failli commettre l'impair en collège et en lycée, mais également contractuel dans le supérieur. Et vous publiez donc Le Remplaçant, journal d'un prof précaire, c'est aux éditions de l'Échappée. Dans cet ouvrage, vous racontez 6 mois dans la peau d'un enseignant contractuel de janvier à
juillet 2022. Pourquoi cette période précise pour écrire et publier? On est au moment d'une période d'effervescence politique avec les élections. C'était une période où vous aviez aussi envie de prendre le temps de raconter ce qui se passait pour vous? Oui. En fait, j'ai commencé mon métier d'enseignant contractuel dans le secondaire après quelques années de galère à l'université, enseignant vacataire. Et donc j'ai commencé en janvier 2021. J'ai été propulsé dans un collège de la banlieue sud. Et en racontant mon quotidien, mon expérience, je me rendais compte de la surprise que ça suscitait. Donc il m'a fallu un peu de temps avant de me dire que raconter ces histoires, ça pouvait avoir un intérêt de passer à l'écrit, passer de l'oral à l'écrit. Et 2022 était une année importante à plus d'un titre, en fait. Donc effectivement, année politique, année électorale, mais aussi année de commémoration. C'était le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. C'était également l'année au cours de laquelle je me dirigeais vers mes 40 ans. Donc c'est aussi le moment où on fait... Ça symbolique. Complètement. Et donc voilà, j'étais là pour le coup dans un collège de la banlieue nord. Je faisais aussi des vacations dans la banlieue ouest. Et j'ai eu envie de raconter ça. J'ai eu envie de raconter concrètement à quoi ressemblait le métier et à quoi on pouvait être confronté, notamment en milieu d'éducation prioritaire et avec ce statut particulier qui est celui de contractuel. Cet ouvrage, c'est une plongée qu'on a l'impression quasiment sociologique dans cet univers qu'on connaît parfois peu, qui est parfois caricaturé, l'univers de la périphérie de Paris, de zones sensibles, comme on le dit parfois avec un peu de pudeur. Quand on en parle, c'est souvent de manière caricaturale ou c'est souvent de manière assez critique. Ce qui ressort quand même, c'est que vous avez beaucoup de bienveillance à l'égard des élèves et de leur parcours, parce que c'est des chemins de vie qui sont qui sont souvent chaotiques dans ces zones-là. Alors, qui peuvent l'être, pas tout le temps. Ça peut effectivement peut-être plus souvent qu'ailleurs. Mais justement, je pense qu'il y a un regard un peu exotique. C'est de l'exotisme un peu de l'intérieur dès qu'on parle des autres en général. Et effectivement, je ne vais pas vous le dire à vous, mais il peut y avoir un discours éditorial, journalistique ou militant très centré sur Paris et sur les beaux quartiers de la capitale et qui vont voir tous ceux qui viennent d'ailleurs, à commencer par la périphérie et par les quartiers de relégation, ce que j'appelle aussi des ghettos, parce qu'il y a aussi de véritables ghettos en France et aux portes de Paris, les traiter comme des individus qui ont le droit à l'éducation, qui ont le droit au loisir, qui ont le droit de rêver. Et j'essaie de rappeler, en écrivant, mais aussi en parlant, qu'on a d'abord affaire à des enfants. Et ce sont les enfants de cette société. D'accord ? Donc ils ont les mêmes droits. Et ça, c'est important. Ils ont aussi le droit de rêver, ils ont le droit d'être traités dignement. Et même s'ils sont exposés à des difficultés que d'autres ne connaissent pas en raison de leurs privilèges sociaux, on peut essayer de se battre justement pour leur offrir autre chose que la désespérance, le désarroi, etc. Mais la bienveillance, je pense que ça fait partie aussi du métier, ça fait aussi partie du rapport qu'on peut avoir en tant qu'individu par rapport aux autres, tout simplement. Votre livre, il est jalonné de moments qui montrent qu'ils ont envie d'apprendre et qu'ils sont dans une bonne dynamique. Vous racontez par exemple un des jeunes qui vient vous questionner sur la guerre en Ukraine, qui est un peu obsédé par ça. D'autres qui lisent vos livres en cachette parce qu'ils font des enquêtes et ils découvrent sur Internet que vous avez publié. Mais il y a une scène que je trouve rigolote et que j'aimerais que vous nous racontiez. C'est un exercice que vous faites au moment des élections. Vous venez avec les professions de foi. Et là, il y a une élève qui doit défendre deux morceaux du programme de Marine Le Pen et ça part complètement en live. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Pas défendre, justement. Alors moi, c'était en cours de MC. J'ai eu envie de leur montrer ce que je pensais qu'ils avaient déjà constaté ou lu, en fait. Tous mes élèves n'ont pas des parents qui ont la nationalité française. Donc, a priori, ils n'étaient pas censés voter. Donc, ils découvraient les professions de foi. Et moi, justement, dans le cadre de mon cours, on parle des institutions, on parle de la vie politique, on parle des élections. Et moi, j'ai voulu leur montrer matériellement ce qu'étaient des professions de foi. Précisément parce que la vie politique, souvent, pour eux, est quelque chose de tout à fait abstrait. Bon, il y a des questions d'âge, mais il y a aussi des questions territoriales, pour le coup. Donc, je leur ai distribué au hasard. Alors, évidemment, il y avait des cris d'horreur quand il y avait les deux candidats d'extrême droite, quand ça tombait sur eux malheureusement, mais je leur demandais pas de défendre, je leur demandais de comprendre. De comprendre et de lire, et aussi de lire entre les lignes. Mais ça donnait lieu à des discussions passionnantes. Je crois qu'ils en ont gardé un bon souvenir d'ailleurs. Qu'ils aient eu leur candidat préféré, j'ai le droit de dire qu'ils avaient plutôt un penchant pour Jean-Luc Mélenchon
dans cette conjoncture-là et dans ce contexte-là, Parce qu'ils que avaient vous en dites, eux. Oui. ils le perçoivent comme le moins islamophobe de tous les candidats qui sont présents. C'est un peu ça un des ressorts qui fait qu'il y a cet amour au sein de cette classe pour Jean-Luc Mélenchon. Alors complètement, en fait, quand on a essayé de décrypter, d'abord les professions de foi, et ensuite on a essayé un peu d'analyser, de comprendre les résultats, à la fois au niveau national, mais au niveau de la commune. Je ne vais pas dire de quelle commune ils étaient, mais il y a eu effectivement dans les quartiers où ils vivaient plutôt une poussée Mélenchon, mais assez tardive finalement. Ils avaient une grille de lecture qui est extrêmement simple, mais qu'on ne peut pas leur reprocher. Encore une fois, on est à hauteur d'enfant, on doit aussi comprendre la vie et la société en se mettant à leur niveau. C'est tout simplement, ils avaient une grille raciste, antiraciste. Et effectivement, qui, dans les discours publics, leur paraissait développer un discours de haine à l'égard des musulmans, et qui, à l'inverse, paraissait plutôt les protéger. Donc ça, c'était la première entrée. Et effectivement, de ce point de vue-là, le choix était vite fait pour eux. Alors, ils ne votaient pas, ils n'avaient pas l'âge, mais dans leur entourage, ça s'est fait comme ça. Mais quand on poussait un peu plus loin, c'était intéressant. Justement, j'essaie de les faire réfléchir justement à ce qui pouvait démarquer ou distinguer un candidat d'un autre, ce qui permettait de parler de plein d'autres problématiques que la question du racisme, qui est évidemment essentielle, surtout pour eux, mais de toutes les autres questions, de l'éducation, de la santé, de l'environnement. Dans votre ouvrage, il est question évidemment de cette place et de ce statut des contractuels. Je citais le chiffre en début d'émission, 350 000 sur 800 000 professeurs au total. C'est quasiment la moitié en fait qui est contractuelle, d'après les derniers chiffres que j'ai glanés. Oui, donc il y a une poussée de ces contractuels. Dans le collège dont vous parlez dans votre ouvrage, on sent qu'il y a comme une espèce de lutte des classes. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les professeurs titulaires et de l'autre les professeurs contractuels qui sont moins bien payés, moins bien considérés. Mais dans ce collège-là, ça va beaucoup plus loin, puisque vous racontez que vous avez finalement quelques collègues, voire pas mal de collègues qui ne vous adressent pas la parole, qui ne vous disent pas bonjour. Vous avez même un professeur de lettres avec qui vous partagez votre salle de classe, qui laisse son bureau en désordre avec du tabac qui traîne, etc. Est-ce que c'est un épiphénomène qui est lié à votre collège sur ces différences de traitement entre contractuels et titulaires, ou est-ce que vous sentez que c'est un phénomène plus général et que les contractuels sont vraiment les parents pauvres de l'éducation nationale? Alors, faudrait vérifier pour le chiffre. Je crois qu'on est plutôt au niveau des contractuels, des enseignants, parce que peut-être que le chiffre que vous avez mentionné incluait d'autres catégories, mais pour les enseignants, c'est à peu près 8%. D'accord. 8%, mais bon, à vérifier. Ce qui est déjà beaucoup. C'est un chiffre qui a augmenté depuis les années 2010 à peu près, ce qui veut dire une chose, c'est que l'éducation nationale a du mal à attirer des jeunes diplômés qui sortent de l'université. Parce que c'est relativement peu attractif. Vous avez un bac plus 5 dans certaines spécialités, eh bien vous préférez aller vous faire embaucher dans le privé, vous embarquer dans une carrière d'ingénieur ou que sais-je encore, plutôt que d'aller dans l'enseignement secondaire et être peu payé. Tout le monde le sait, je veux dire, autrement on n'en parlerait pas. Première chose. Deuxième chose, évidemment que les contractuels sont les parents pauvres. Sont les parents pauvres quand on s'intéresse à la question statutaire, tout simplement. On est moins protégé que les fonctionnaires, tout simplement. Et ça se comprend assez facilement. On signe un contrat d'un an, un CDD, d'une année sur l'autre. On peut éventuellement être renouvelé, on peut éventuellement ne pas l'être. Donc c'est la précarité, tout simplement. Ensuite, je tiens aussi à préciser, pour ne pas alimenter non plus un climat alarmiste, je suis tombé dans un collège où il y avait une ambiance particulière. Et ce n'était pas représentatif des autres expériences que j'ai pu avoir avant et après. Donc effectivement, il y avait des tensions dans cet établissement et je crois qu'on m'a fait ressentir, et que certains collègues en particulier m'ont fait ressentir plus que d'autres, que j'étais à part ou que j'étais pas forcément le bienvenu. Mais je tiens aussi, je profite de votre question pour dire que j'étais également bien accueilli dans cet établissement par d'autres collègues, qu'ils soient eux-mêmes contractuels ou qu'ils aient aussi un profil qui ressemble au mien, sans trop rentrer dans le détail, mais que dans d'autres établissements, j'étais très bien accueilli et considéré comme un prof à part entière. Donc il y a vraiment des ambiances de travail, mais je pense que vous aussi, en tant que journaliste, vous savez que selon les rédactions, il peut y avoir des climats très différents. C'est vrai. Voilà. Donc c'est important. C'est un métier. C'est un métier avec toutes les contraintes, avec tous les obstacles, avec toutes les tensions et avec tous les plaisirs qu'on peut retrouver par ailleurs. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'on parle toujours de l'enseignant, c'est la vocation, etc. Pas forcément. C'est quelque chose qui peut venir tardivement et qu'on peut aussi très bien faire. Mais c'est d'abord un métier.
c'est d'abord un métier. Mais vous en parlez, ce métier de contractuel, comme un métier qu'on ne choisit pas, où on est mal payé, où on est mal perçu par tous les pans de la société. Pourquoi on fait le choix de continuer ou de rester? Pourquoi vous n'allez pas, je sais pas, travailler dans la pub ou faire autre chose? Qu'est-ce qui fait que finalement on s'accroche à cette profession? Alors il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que moi j'aime enseigner. Il est vrai que je ne me destinais pas à l'enseignement dans le secondaire. Je me suis formé. Et j'ai découvert ce métier, le métier d'enseignant-chercheur. Donc je me préparais à ça. Sauf que, pour différentes raisons, notamment le fait qu'il n'y ait quasiment plus de postes à l'université, le fait que mes travaux n'aient visiblement pas l'air d'intéresser beaucoup dans certains cercles décisionnaires de l'enseignement supérieur français, et puis d'autres questions annexes, ça a été plus compliqué pour moi, voire impossible assez rapidement. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai soutenu ma thèse, ça va faire 10 ans bientôt. Donc 2013. Voilà, donc je me suis exposé qu'à des refus pendant 10 ans. Et à un moment donné, on fait un compromis avec la réalité. Et effectivement, ce que j'ai pu faire, c'est l'enseignement, pas nécessairement à contre-cœur. Moi, j'aurais préféré enseigner dans d'autres conditions. C'est le compromis que j'ai fait. Maintenant, je tiens aussi à attirer votre attention là-dessus. On ne fait pas ce qu'on veut dans cette société. Je pourrais vous dire le nombre de candidatures que j'ai envoyées dans différents secteurs. Je n'ai eu aucune réponse, aucun retour. Donc, il y a ça aussi qui se passe dans cette société en France, quand on a un certain diplôme, quand on a un certain parcours ou un certain pédigré et certaines convictions politiques, c'est plus compliqué que d'autres. Et c'est intéressant parce que cette question de la précarité, elle est au centre de votre ouvrage. Ça rappelle un petit peu les travaux de Marine et Anne Roubac sur les intellos précaires, finalement. Et vous le dites bien, vous avez une analogie que j'aime beaucoup. Les Bac plus 8, puisque vous avez un doctorat, donc Bac plus 8, sans emploi stable, ressemblent à des joueurs qui ont trop misé, trop perdu, trop souffert pour quitter la partie. C'est aussi un message qu'il faut envoyer sur ce monde de la recherche qui est fermé, qui est en vase clos. Vous parliez de questions annexes. Il y a aussi la question de vos origines qui peut-être joue, même sans doute joue aussi dans certains choix. C'est quoi le message aujourd'hui qu'il faut avoir? C'est qu'il faut que ce monde de la recherche se repense, qu'il faut mettre plus de moyens, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Oui, là encore, c'est bien que vous posiez la question, on fait rarement le lien entre les deux. Moi qui suis dans l'entre-deux sur plein de sujets, sur plein de thématiques d'ailleurs, j'ai voulu attirer l'attention à la fois sur la situation du service public dans le secondaire et à la fois du service public dans le supérieur. Ce sont des services publics, d'accord? Normalement, ils sont censés accueillir dans des conditions dignes les usagers. Et les premiers usagers sont nos élèves et nos étudiants. Et je pense qu'à l'heure actuelle, et ça fait un moment que ça se dégrade, nos élèves et nos étudiants sont maltraités par les institutions publiques. Donc il y a une question de moyens, il y a une question de choix politique et il y a une question de transformation en fait de ces outils qui doivent être au service de la culture, de la formation, de la transmission du savoir et éventuellement d'un savoir qui peut être critique, émancipateur, sans trop exagérer, mais on pourrait éventuellement l'imaginer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il n'y a pas seulement, la lumière et les projecteurs ne doivent pas seulement être braqués sur ce qui se passe dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, même si c'est extrêmement important, il faut aussi voir ce qui se passe à l'université. Donc, non seulement pour les étudiants, d'abord, mais aussi pour toutes les catégories de personnel. Évidemment, je crois faire partie aussi d'une génération qui pensait que les portes allaient être ouvertes un peu plus facilement que la précédente, et finalement, tout s'est fermé à peu près. Je veux dire, il y a mon cas, c'est pour ça que je ne veux pas trop, sans négliger la question, là encore, des origines. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes, j'ai mon nom, d'accord? C'est pas la peine, c'est pas la peine d'exagérer là-dessus, mais c'est une situation de précarité qui se pose à plein d'autres personnes, de toutes origines différentes, de toutes conditions que vous pouvez imaginer. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui pour ceux qui sont docteurs depuis quelques années, qui trouvent pas de débouchés, qui sont parfois des personnes brillantes, qui ont plein de choses à transmettre, à partager, mais qui se trouvent pour la première fois de leur vie, en fait, souvent c'était de bons élèves, et qui soutiennent une thèse plutôt excellente, intéressante, et puis finalement ils comprennent pas. Ça marche pas pendant 1 an, pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, et ils savent pas quoi faire. Parfois c'est la dépression, la déprime, le découragement, et ça brise des vies, vraiment. Moi j'ai plein d'amis autour de moi qui se sont retrouvés devant des choix impossibles en fait. Donc ça aussi c'est un vrai sujet. Mais on commence à en parler. On commence à en parler de plus en plus parce qu'on ne peut plus cacher la poussière sous le tapis. C'est une réalité qui est trop flagrante, trop violente même. Et la parole s'ouvre peut-être plus, puisque même vous, dans les différentes universités où vous interveniez, vous preniez la parole, vous précisiez, voilà, je suis dans un statut de vacataire, je ne suis pas enseignant-chercheur. Et ce que vous expliquiez, c'était que c'était une réalité parfois méconnue des étudiants qui ne savent pas finalement qu'ils ont en face d'eux. Bien sûr, bien sûr. Et je ne le reproche pas aux étudiants, parce qu'ils
partent du principe qu'ils ont un prof en face d'eux et que forcément c'est un enseignant-chercheur, fonctionnaire, qui est protégé, qui a des droits, qui a des rêves, tout ce que vous voulez. Eh bien, c'est une réalité qui est ignorée. C'est que dans certaines universités, mais là encore, comme dans le secondaire, où une part importante, et de plus en plus importante, du service d'enseignement est pris en charge par des précaires, par des personnes qui font un cours sur un semestre et qui ne sont pas sûrs de le garder sur le second et qui sont quasiment certains de ne jamais être recrutés. Donc, ils sont pris comme ça. C'est pour ça que l'image du joueur de casino, c'est pas la mienne qui l'utilise. Dans les milieux des précaires de l'université, elle est souvent utilisée. C'est qu'il y a eu un tel sacrifice pendant parfois 3 ans, 5 ans, 6 ans pour faire sa thèse. Ensuite, on se dit qu'il faut être patient. On va se serrer la ceinture encore quelques années. Et finalement, à chaque fois qu'on avance, les règles du jeu changent. Et puis la partie, l'arbitre ne siffle pas à la fin de la partie. Donc il y a quelque chose de désespérant. Et là encore, faut penser à ce qui se passe aujourd'hui à l'université. J'ai des pensées très solidaires et fraternelles concernant tous ceux qui continuent à y croire et qui donnent de leur personne, mais qui savent qu'au bout du compte, il va falloir peut-être penser à autre chose, penser à faire autre chose. On a parlé il y a quelques instants de la question des origines et c'est assez marquant dans votre ouvrage puisque vos élèves font parfois une obsession, ils vous posent régulièrement la question de quelle origine vous êtes, vous venez d'où, de manière un peu détournée quand on est, et vous le disiez, ça reste des enfants puisque vous avez eu notamment des classes de 6e, vous faites le choix à chaque fois, sauf vers la fin de l'année, de ne pas leur révéler, de rester un petit peu mystérieux. Derrière leurs questions, il y a peut-être la volonté de s'identifier, de se dire, bah tiens, il a telle origine, moi aussi, ou moi j'ai une origine pas très loin, il est prof, donc moi aussi peut-être je peux réussir. Pourquoi vous choisissez de garder un flou autour de vos origines? Parce que ça m'amuse, première chose. Ensuite, parce que je pense qu'il y a aussi une certaine distance à maintenir avec ses élèves. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails de sa vie privée quand on en a une, sa vie familiale, etc. Et la question des origines, la question de la religion aussi, elle est souvent posée par mes élèves. Eh bien, je préfère justement rester dans une position neutre qui m'arrange, mais qui aussi les pousse. Enfin, j'essaye gentiment, parce que je préfère en rire et tourner ça à la dérision, alors dire que c'est pas si important que ça. Même si c'est vrai qu'à leur âge, c'est extrêmement important. Moi, je me remets à leur place. On veut tout savoir. Mais on veut tous savoir. Moi, la question que me posaient mes oncles quand j'allais dans une classe, c'est il y a combien d'arabes dans la classe? En fait, c'était aussi un marqueur pour savoir est-ce qu'on t'a mis dans une classe poubelle ou pas. Donc oui, ça aussi, c'était une réalité. Et ça l'est encore aujourd'hui, malheureusement. Donc, ils posent la question, j'y réponds pas volontairement, mais quand ils posent la question, c'est aussi pour parler d'eux. C'est pour parler d'eux, parler de leur parcours migratoire, parler de l'histoire de la famille, pour éventuellement savoir si la personne qui est en face va faire preuve d'empathie, c'est le mot qui est un petit peu à la mode aujourd'hui, ou de compréhension, je préfère ça. C'est important également, puisque non seulement ils sont à un âge où ils se construisent, mais on était, là encore, on rappelle le contexte, 2022, c'est pas rien. Il y avait des discours de haine qu'ils pouvaient entendre tous les jours sur les chaînes d'information et qu'ils relayaient aussi en boucle, parce que, à la limite, ce sont moins les enfants, comme moi j'ai pu l'être, de la télévision, ce sont les enfants des réseaux sociaux. Et donc, ce qui tournait, c'était les discours de haine qui pouvaient les stigmatiser, eux ou leur famille. Donc, à un moment donné, il y a vraiment ça qui s'est joué, je crois, en 2022, c'est qui nous comprend pas, qui nous aime, qui nous haït. Et c'est aussi simple que ça. Donc, moi, j'essaie plutôt de dédramatiser, même si c'est une question qui me préoccupe. Je me suis penché sur la question, je me suis exprimé également sur le sujet. Donc, ça me préoccupe, évidemment. Mais voilà, ma posture, on va dire, de prof en collège, ça a été plutôt ça. Et puis, à la fin, on peut se détendre. On se détend. Et puis, oui, c'est la fin de parler. Voilà, si vous posez votre question, vous voyez que c'est pas si important que ça. J'ai répondu, maintenant, on peut passer à autre chose. Vous venez dire quelque chose de très intéressant et qui ressort aussi beaucoup dans votre ouvrage. On ne parle pas de vie privée quand on en a une, puisque, en tout cas, pendant cette période-là, vous aviez un emploi du temps intense. Vous montiez à plus de 30 heures parfois de cours par semaine entre le collège, les différentes universités où vous faisiez des interventions, des trajets avec jusqu'à parfois 3 heures de transport. Et vous avez cette phrase, à mon âge, mon père avait 5 enfants, moi j'ai tout juste 5 ouvrages, qui représentent bien comme parfois cette précarisation des métiers intellectuels peut aussi être un sacrifice, dans votre cas peut-être un sacrifice d'une vie privée pendant une période. Mais comme pour d'autres, là encore, je veux dire, bon, là vous m'invitez pour parler de mon livre, donc je suis un peu obligé de parler de moi, ce qui est un peu nouveau, je le cache pas. Mais je pense, là encore, à tous mes amis, tous mes collègues que j'ai pu connaître. Certains ont eu la chance et ont fait le choix assez sain de ne pas tout sacrifier, je dirais, à leur carrière intellectuelle ou à leurs travaux ou à leurs recherches ou à leur passion. Mais beaucoup d'autres, en fait, c'était un crève-cœur.
tout simplement. Puis ils arrivent à un certain âge, un peu comme le mien, où ça devient compliqué en fait d'éventuellement construire une famille, de s'installer dans une relation stable, quand on n'a pas de stabilité professionnelle. Parce qu'en fait, le lien, il est là, hein, tout simplement. Si on ne va pas d'un milieu, moi c'est mon cas, j'ai un milieu ouvrier, milieu populaire, je suis pas un rentier. Je suis pas un rentier, donc j'ai dû me battre aussi pour remplir le frigo, faire des choses que j'ai pas forcément toujours aimées aussi pour gagner ma vie. Donc certains n'ont pas eu ces problématiques et ont pu se projeter, ça n'a pas forcément été mon cas. Puis il y a d'autres facteurs plus subjectifs qui sont peut-être moins importants, mais c'est vrai que moi j'ai voulu parler des choses extrêmement concrètes. Donc vous parlez des transports, c'est fou le nombre d'heures qu'on peut perdre en fait dans les transports. Et au-delà de cette année très particulière, moi j'ai arrêté d'enseigner à l'université par exemple. Être la 5e roue du carrosse, c'est épuisant au bout d'un moment. Mais simplement, en tant que contractuel, c'était le cas l'année dernière, en étant sur 2 établissements, je passais 3 heures dans les transports au quotidien. Donc c'est épuisant, on arrive épuisé en fait à 8 heures devant des élèves et puis le temps de repartir chez soi avec un service public pour le coup des transports qui s'est considérablement dégradé. Ça fait partie du travail là aussi. D'accord ? Il n'y a pas seulement ce qui se passe dans la classe, ce qui peut se passer dans la salle des profs, ce qui peut se passer dans le quartier où on enseigne. Il y a ce qui se passe sur le trajet. Et c'est aussi du temps de travail en réalité. En un mot, en une phrase, Gabriel Attal nous regarde. Quel message sur la situation des contractuels vous avez envie de lui adresser aujourd'hui, si jamais il nous regardait, mais j'imagine qu'il nous regarde. Qu'est-ce que vous voulez lui dire ? J'imagine qu'il nous regarde. Simplement, regardez la réalité en face. Regardez comment et dans quelles conditions travaillent ceux qui cherchent à transmettre des connaisses. Toutes les catégories de la population, à commencer par les plus défavorisés de ce pays. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment regarder ce qui se passe aujourd'hui, pas seulement dans les quartiers populaires, mais dans ce qu'on appelle le service public et qui a été dégradé par tous les gouvernements qui se sont succédés ces dernières années. Le remplaçant, journal d'un prof précaire, c'est votre livre aux éditions L'Échappée. Merci beaucoup Nedjib Sidi Moussa d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé ce témoignage. On marque tout de suite une courte page de pause et on revient juste après pour la suite du Grand JT de l'éducation. On est de retour dans le Grand JT de l'éducation pour parler d'une très belle initiative avec cette question. Comment permettre aux jeunes issus de milieux modestes d'accéder aux études supérieures culturelles et artistiques? Pour répondre à cette problématique et à plein d'autres, j'ai le plaisir de recevoir Lucille Deschamps. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, déléguée générale en charge des programmes Égalité des chances à la Fondation Culture et Diversité. Alors justement, parlez-nous de cette Fondation Culture et Diversité. Quelle est son histoire? Alors la Fondation Culture et Diversité, c'est une fondation d'entreprise. C'est la fondation du groupe Fimalac qui a été créée en 1991 par Marc Lardré de la Charrière. Et en 2006, Marc Lardré de la Charrière a également créé donc, cette Fondation Culture et Diversité qui a longtemps été présidée par sa fille, Éléonore de la Charrière. Et donc ils l'ont créée ensemble et elle a pour objectif effectivement d'aider des jeunes issus de milieux modestes à intégrer les grandes écoles de la culture. Et pour ce faire, la Fondation est en partenariat avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale, sans lequel nous ne pourrons rien faire évidemment. Et donc elle a pour objectif principal effectivement d'informer les jeunes, de les préparer et puis de les accompagner sur un temps très long, à peu près une dizaine d'années, pour les aider à intégrer ces grandes écoles de la culture. Quelles sont ces grandes écoles de la culture? On pense peut-être aux beaux-arts, aux écoles de design, cinéma, c'est un peu toute cette panoplie-là? Exactement, donc le réseau effectivement des écoles du ministère de la Culture, c'est un réseau de plus d'une centaine d'écoles et nous sommes en partenariat avec 51 écoles du ministère qui dépendent du ministère de la Culture. Et donc ce sont effectivement des écoles comme l'école du Louvre, la Fémis, l'INA, Louis Lumière, des écoles d'art et design, vous avez cité les beaux-arts effectivement. On a aussi des écoles d'architecture, il y a un réseau de 20 écoles d'architecture en France, on est en partenariat avec 17 des 20 écoles d'architecture. Les écoles d'art appliqué également, les écoles de journalisme, les écoles
écoles également supérieures d'art dramatique. Donc voilà, c'est un panel assez large et on travaille aussi avec une école privée qui est l'Institut français de la mode. Alors vous parlez d'un accompagnement sur le temps long, une dizaine d'années. Comment vous sélectionnez les jeunes? Vous allez les chercher au collège, à l'école primaire, et comment vous les accompagnez par la suite? Tout à fait. Alors en fait, la Fondation Culture et Diversité a mis en place une méthodologie assez innovante en 5 étapes, là aussi qui a été validée par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Une première étape qui vise à informer justement notamment les lycéens, informer sur ces études et puis surtout sur leurs débouchés professionnels, puisque c'est des jeunes qui sont issus de milieux modestes et la première des inégalités, c'est justement l'accès à l'information. Donc là, l'idée, c'est d'aller sur le terrain, dans des lycées qui nous sont ciblés par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, on va avec les écoles pour faire de l'information. Actuellement, il y a à peu près 32 500 élèves qui ont été informés sur justement ces écoles et leurs débouchés. Ensuite, il y a une sélection qui est faite à la fois par la Fondation sur des critères socio-économiques, mais aussi toujours par l'école, évidemment, qui est en partenariat avec ces programmes égalité des chances, qui va mener à une deuxième étape, qui est là la préparation au concours, puisque vraiment la pierre angulaire de la Fondation, c'est que tous les élèves qui sont intéressés pour entrer dans ces écoles doivent passer les mêmes concours que tous les autres. Donc, en revanche, ils vont pouvoir passer du temps en immersion dans les écoles. Et donc c'est un temps plus ou moins long, d'une semaine à 1 an selon la difficulté du concours. Et donc nous, la Fondation va tout organiser logistiquement et l'école va accueillir justement les groupes d'élèves qui viennent préparer les concours. Vous parlez de l'information qui doit être donnée aux jeunes. J'imagine qu'il y a aussi un travail assez pédagogique à faire du côté des parents, puisque si on dit à des parents qui ne connaissent pas forcément ces univers-là, votre fils ou votre fille va faire une école de design, il peut y avoir des mouvements réfractaires. Comment vous travaillez justement avec les parents pour les rassurer, leur dire non mais vous inquiétez pas, il y a des débouchés, il y a de l'emploi derrière? Tout à fait. Alors en fait, on va d'abord évidemment parler aux jeunes, mais une fois que les jeunes sont sélectionnés, là on va parler plus à leurs parents, évidemment en les rassurant, en leur disant aussi que pendant toutes les études, s'il y a des freins notamment financiers, la Fondation Culture et Diversité est là pour les aider, des freins aussi au logement, mais ensuite pour leur parler aussi des débouchés professionnels. Et donc là, c'est des rôles modèles aussi qui viennent parler de leur parcours. Donc des jeunes qui sont passés par les programmes égalité des chances, qui vont venir parler effectivement des difficultés qu'ils ont rencontrées, mais maintenant de leur insertion professionnelle réussie, pour montrer justement tous ces débouchés professionnels qui sont souvent assez méconnus, en fait, la pluralité des métiers auxquels mènent ces études. Vous avez parlé d'un peu plus de 30 000 jeunes qui ont été sensibilisés depuis la création de la Fondation. Combien de jeunes ont été accompagnés pour passer ces concours et sont dans ces écoles? Alors, il y a à peu près 3 000 jeunes qui ont ensuite participé à ces temps d'immersion dans les écoles, et ensuite 2 500 qui ont passé les concours. On a toujours un petit hiatus entre les jeunes qui préparent et puis les jeunes qui passent effectivement les concours, puisque après ces temps d'immersion, certains peuvent se dire mais finalement voilà, ce n'est pas pour moi, et on aura fait œuvre justement d'orientation. Et donc ensuite il y a un jeune sur 2 qui réussit les concours. Donc il y a 48% des jeunes qui suite à la préparation et puis à la prise en charge notamment des frais de déplacement pour passer les concours, des frais aussi de concours, vont pouvoir entrer dans les écoles. Et donc après, c'est un accompagnement. Donc ça, c'est l'étape 3, justement, d'accompagnement dans les écoles, donc par de la prise en charge, justement, des frais de certains frais de scolarité. Ça peut être des bourses d'aide au logement, des bourses d'aide à l'achat de matériel, du logement aussi. On a un partenariat avec le Crous qui nous permet d'avoir sur Paris, notamment, des logements. Et puis ensuite, un accompagnement pédagogique via du tutorat, parce qu'on le sait, la première année peut être une source d'échec. On s'adresse aussi à des jeunes qui sont structurellement plus fragiles que d'autres. Et aussi, voilà, un accompagnement à l'ouverture culturelle avec une offre culturelle gratuite. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement pendant les études. Et après, est-ce que vous continuez à les accompagner sur le coaching, sur l'emploi, sur le placement dans les entreprises? Exactement. Alors ça, c'est vraiment en fait, c'est des programmes qui se sont construits tout au long de
de l'existence de la fondation, parce qu'on a mis en place d'abord des bourses, et puis ensuite on s'est rendu compte que les jeunes sortaient d'école et qu'il fallait encore les accompagner dans leur insertion professionnelle. Et donc la Fondation Culture et Diversité a mis en place justement un certain nombre de programmes pour aider ces jeunes dans tous les secteurs, parce qu'on couvre vraiment des secteurs qui vont de l'histoire de l'art, du patrimoine, à l'architecture, à la réalisation. Donc de l'accompagnement transverse, de la rédaction de CV, des passages d'entretien. On a aussi de la mise en réseau, évidemment. On peut aussi favoriser la monstration de ce que font les jeunes, notamment les jeunes créateurs, les artistes plasticiens notamment. Et puis après, on a tout un panel de résidences, donc des résidences de création, des résidences de découverte également, à la Villa Noailles, à la Villa Médicis, à la Cité internationale, une résidence de création. Donc ça, c'est toujours pour les aider justement à s'insérer plus facilement dans ce monde professionnel qui peut être assez concurrentiel. Et ça marche? Il y a des beaux parcours issus de ce programme? Oui, tout à fait. On a vraiment des parcours qui sont assez remarquables. Une jeune fille qui a effectivement suivi le parcours égalité des chances à la FEMIS, qui très récemment, l'année dernière, a été sélectionnée au Festival de Cannes en compétition officielle. C'est Ramata Toulaïsi. Et donc voilà, on est très heureux à la Fondation Culture et Diversité notamment de ce parcours. Je pense aussi à Abdoulaye Niang qui a un très beau parcours de designer. Voilà, on a vraiment il a fait l'ENSI, maintenant il est designer. Donc on a vraiment des parcours comme ça qui justement vont pouvoir faire école, j'ai envie de dire, et puis parler à cette jeune génération, puisqu'on a une étape 5 qui est l'engagement. Et là, les plus anciens vont pouvoir justement devenir mentor. Exactement, devenir mentor, alerter sur les écueils qu'ils ont pu rencontrer, mais aussi accompagner vers la réussite. Merci beaucoup Lucille Deschamps de nous avoir parlé de ces programmes Égalité des chances de la Fondation Culture et Diversité qu'on peut retrouver sur Internet si on a envie de se renseigner, pourquoi pas d'aider, puisque j'imagine qu'on a besoin de mentors, de rôle modèles de ces milieux-là. Merci beaucoup. Et bien tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Guillaume Buan, c'est Vue à l'étranger. Guillaume, pour votre chronique Vue à l'étranger, on va faire un petit tour d'Europe. Alors on ne prend pas l'Interrail, mais on va faire le tour des coûts de la vie étudiante dans différents pays. On commence par l'Italie, où là, un tiers des étudiants a du mal à boucler son budget. Oui, effectivement, chez nos voisins transalpins, les cours ont repris depuis le début du mois de septembre, tout comme les manifestations qui avaient marqué le pays au printemps dernier. Il y a quelques semaines de cela, des syndicats étudiants ont installé des tentes pour alerter sur le coût du logement étudiant. Pour les jeunes, il faut compter environ 500 € pour une chambre étudiante en solo à Rome ou encore davantage du côté de Milan. Nicolo, par exemple, il fait ses études dans la capitale italienne. Il vient de la Sardaigne. C'est un budget hors norme d'ailleurs pour se loger. Écoutez son témoignage, c'est dans le journal le 7h30 de France Inter. Je dors dans une chambre triple. On paye 1 600 € pour 5 colocataires. Et à cela s'ajoutent bien sûr les dépenses courantes, l'alimentation, les transports, environ 500 € de livres également par semestre, tout en sachant que la plupart de ces jeunes comptent sur papa et maman et le salaire moyen environ 2 750 € pour deux. Des inégalités aussi entre le nord et le sud, puisque beaucoup de jeunes vont quitter leur village pour aller dans les grandes villes afin de maximiser leurs chances. Là aussi, c'est le cas de Vicky, les syndicats de gauche à l'université. Une nouvelle fois, un témoignage qu'a recueilli l'un des reporters de France Inter dans le journal de 7h30 hier. À Rome, 50 000 étudiants viennent d'autres villes. Et malheureusement, beaucoup ne trouvent pas de logement. Ils font des allers-retours ou renoncent aux études. Et il y a donc seulement 50 000 places en résidence universitaire, mais près de 800 000 Fiori CD, ce qu'on appelle en français ces jeunes qui quittent en fait leur région d'origine pour monter dans les grandes villes. Alors le gouvernement italien promet de multiplier les places en résidence, 60 000 pour les années à venir grâce à l'argent d'un plan de relance européen, mais cela ne va pas régler pour l'heure l'urgence du logement. Le gouvernement promet au passage d'épaissir l'enveloppe des bourses étudiants. Direction l'Irlande, on continue un peu à visiter la précarité étudiante d'une certaine façon. Là, il faut compter au minimum 3 000 € pour une année d'études. Oui, et j'ai regardé sur Internet, c'est un pays qui attire. En plus, pour aller faire ses études, ils ont les meilleures universités. Mais tout cela a effectivement un prix. Que cette université met 3 000 € effectivement pour l'année, notamment pour une année universitaire au niveau licence. Et au-delà de l'éducation, eh bien c'est la vie en Irlande qui coûte cher. Entre 1 000 et
1 400 € tout de même par mois. On inclut là-dedans, bien sûr, le logement, la nourriture, les transports ou encore les sorties. Alors l'énorme crise du logement à travers le pays impacte bien sûr les étudiants puisqu'il n'y a pas et il n'y a plus de chambres disponibles d'ailleurs dans les campus. Et pour les appartements en ville, on pense à Dublin, on pense à la ville de Cork, eh bien c'est hors de prix tout simplement. Alors le ministre de l'Enseignement supérieur a parlé d'un fonds d'hébergement d'urgence annuel à hauteur de 440 000 € et le gouvernement a aussi mis sur la table une possible réduction de 1 000 € pour les frais d'inscription à l'université. Retour en France, Cocorico, où là le constat il est très amer aussi. Le coût de la rentrée universitaire est en hausse de 4,7% et il dépasse les 3 000 € en septembre. Effectivement, c'est un rapport, le 21e, qui a été dévoilé par la FAGE et l'UNEF, 2 syndicats étudiants. En moyenne, les étudiants de France non boursiers qui n'habitent plus chez leurs parents devront donc débourser pour cette rentrée près de 3 000 €. Cela comprend les frais de la vie courante et les dépenses spécifiques bien sûr à la rentrée. On pense au matériel, on pense à l'électronique et tout ce qui va à côté. La FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, fait état aussi d'une inflation alimentaire. Il faut se nourrir, on pense à cela, plus 15,34% par rapport à la rentrée 2022. Alors l'UNEF regrette aussi au passage le rejet au printemps dernier de la part du gouvernement de cette proposition de loi qui visait à mettre à 1 € pour se nourrir et le repas à tous les étudiants. Le syndicat qui rappelle les effets directs sur la vie quotidienne des jeunes. Plus de 4 étudiants sur 10 sautent régulièrement en repas. On pense également à tous les frais qui sont donc à côté, le téléphone portable, les transports, les loisirs. En Ile-de-France par exemple, pour se déplacer avec la passe Navigo, les prix ont une nouvelle fois augmenté. Bref, de nombreuses charges à prendre en compte et c'est difficile à porter sur les épaules des étudiants aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume pour ce panorama européen du coût de la vie étudiante. Tout de suite, vous l'attendez, c'est votre séquence préférée. C'est Malika Ménard avec son invité Ryan Sachs qui évoque comme tous les jours ses souvenirs d'écolier. On arrête de se projeter dans le futur, on fait un petit flashback. Quel genre d'élève étais-tu? Déjà, tu as grandi où? Moi, j'ai grandi à Marseille même. Je suis né à Marseille. Ça va, t'as pas trop l'accent? Que quand je suis énervé. Non, c'est bon, on ne veut pas l'entendre alors. Mais non, sinon, j'ai pas l'accent. Tout le monde me le dit. Donc, j'ai grandi à Marseille. Voilà. Quelle enfance t'as eu là-bas? Des frères, des sœurs? Alors, j'ai un petit frère et une petite sœur. C'est toi l'aîné alors? C'est moi l'aîné, ouais. C'est moi l'aîné. Une responsabilité. Responsabilité de fou. Mais non, j'ai grandi à Marseille, j'ai fait mon cursus scolaire. Là, actuellement, je suis à l'étranger parce que du coup, je fais kiné. Ah bon? Kiné, ouais, je fais étudiant. Où ça alors? Au Luxembourg. D'accord. Ah, rien à voir. Rien à voir. Et quel souvenir tu gardes de ton enfance à Marseille? Des très bons souvenirs. D'ailleurs, je suis encore à Marseille beaucoup de temps dans l'année. Et non, que des bons souvenirs. J'ai énormément d'amis là-bas. Je passe énormément de temps là-bas parce qu'il y a la mer. Et la mer, ça change. Il y a la mer, il y a le soleil. Il y a le soleil. Mais ça va, aujourd'hui, il fait beau, donc pas déçu. T'étais quel genre d'élève? T'étais dissipé? T'étais Non, moi, je suis vraiment l'élève au fond de la classe. Le discret? Ouais. Et tu travaillais bien? Non, franchement, je travaille bien. J'étais bon élève, ouais. J'étais bon élève, vraiment. Et après, quand tu as décidé de faire médecine, c'est ça? Ouais, c'est ça, PACES. J'ai pas eu le concours, malgré un gros travail. Et puis, il y a eu aussi le truc du confinement. Ouais. Et j'ai pas eu la tête à 100% dans le truc. Mais d'un autre côté, je regrette pas. Parce que du coup, ça m'a ouvert énormément de portes. Et au final, j'arrive à du coup mêler les deux. Parce que je suis retombé en fait sur mes pattes avec beaucoup de travail, bien sûr. Parce qu'à la base, je viens de ES aussi. D'accord. Mais non, maintenant, je fais deux passions que je kiffe, en fait. Donc, je me retrouve totalement. Donc, tu n'avais pas eu médecine, après, tu t'es dit, je vais faire kiné? Ouais, c'est ça. Après, en France, pour faire kiné, il faut... Alors, moi, j'ai pas eu médecine à Marseille, j'ai redoublé ma PACES. Ouais. Pendant 1 an, pareil, je me suis encore enfermé à la maison. J'ai travaillé pour préparer le concours en Belgique, que j'ai pas eu. Aussi. Ensuite, j'ai repassé un examen du coup au Luxembourg. D'accord. Et là, du coup, là, j'ai eu l'examen. Là, ça fait combien de temps alors du coup que tu es Là, je passe en 2e année là. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que tu as gardé des amis de tes époques, collège, lycée, voire école primaire? Ouais, j'ai gardé 2-3 amis en tout cas du collège. Après lycée, ouais, j'en ai un peu plus. Mais j'ai toujours eu, on va dire, mon noyau de base, d'ailleurs le noyau qui m'a soutenu aussi dès le début quand je commençais à poster les vidéos, tout ça.
Voilà. Mais du coup, eux, ils sont toujours basés à Marseille. Eux, ils sont toujours basés à Marseille. Après, il y en a qui font des études à l'étranger. Mais ouais, on a été un petit peu le groupe à tous aller en PACES, quoi. Donc, eux, ils l'ont eu, ou tout simplement ont eu en fait les professions qu'ils souhaitaient avoir. Ouais. Moi, du coup, je suis le seul à avoir décalé. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Ryan Sachs pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci beaucoup Malika. La suite de Souvenirs d'écoliers, c'est demain, toujours avec Ryan Sachs. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV, c'est le Zap. Ils n'ont pas forcément, ces enfants, envie d'être figés dans leur handicap. Beaucoup disent rêver d'une vie normale. Comment vous les avez convaincus? Comment vous avez convaincu les familles? Je crois que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de s'introduire dans une famille comme ça avec un enfant en situation de handicap. On n'a pas forcément envie de l'exposer à des caméras. Et en fait, quand ces familles ont compris que ce film pouvait aider au contraire la situation du handicap et peut-être changer le regard des gens et des enfants. C'est là qu'on vous a dit oui. C'est là qu'on nous a dit oui tout de suite. Parce que, comme par exemple ce jeune garçon Xavier au Rwanda, il a été reclus chez lui et sa maman ne voulait pas vraiment qu'on le filme. Et finalement, quand elle s'est rendue compte que grâce à ça, d'autres enfants albinos au Rwanda pouvait éventuellement aller à l'école, elle a dit oui. Ça a été le cas aussi pour Maude, qui est cette petite fille française. Donc quand on voit la toute première image de la bande-annonce, quand on voit le cours de danse et cette prothèse, mais elle fait tout. Elle en fait plus que les valides. Elle fait de la danse, du violoncelle, elle va à l'école ordinaire, etc. Enfin, c'est un truc complètement dingue. Avec toute une famille mobilisée autour de ça et autour de l'idée de voilà, on va pas te renvoyer à ton handicap. Et ça n'a pas été simple non plus de les convaincre. Non, c'était la plus compliquée. Peut-être parce que c'est une famille occidentale, c'est plus compliqué pour des parents d'exposer les enfants comme ça. Et c'est Maude qui a vraiment insisté pour qu'on le fasse, parce qu'en fait, Maude assume totalement son handicap. Maude étant cette petite fille. Maude étant cette petite fille de 14 ans, qui en fait a une prothèse depuis la naissance. Elle est née jumelle, prématurée, il a fallu l'amputer. Et c'est avéré 3 mois après qu'elle était sourde, profonde. C'est ça, voilà. Deux prothèses, parce qu'elle a aussi une prothèse auditive. Voilà. Elle fait du violoncelle, elle fait la course à pied, de l'escalade, du ski. Enfin bref, elle est incroyable. Tout simplement parce que ses parents ont décidé de ne pas la mettre dans une école d'handicapés, mais de la garder avec sa sœur jumelle. Et en fait, elle a grandi avec sa sœur jumelle. De quoi parle-t-on quand on évoque les troubles 10 ? À quoi ça fait référence, s'il vous plaît ? Ça fait référence à des zones de difficulté chez des enfants normalement intelligents, des compétences qui ne peuvent pas s'acquérir, et sur le long terme, c'est pas la répétition qui fait faire entrer les règles de grammaire par exemple, c'est vraiment de trouver des outils de contournement pour pouvoir rester dans le système scolaire. Et nous, on repère vraiment qu'on est à 2 vitesses dans la prise en charge. Il y a les familles qui peuvent étayer leurs enfants et il y a les familles qui n'ont pas la capacité à le faire, et moi c'est pour ça que je suis dans la vie associative. C'est pour pouvoir aider et faire le chemin pour toutes les personnes. Par exemple, aujourd'hui, on a 430 000 élèves en situation de handicap en France, mais on n'a que 40 000 étudiants. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui sortent du système scolaire sans vraiment faire de choix d'orientation. Et ça, c'est compliqué. Anne Coffini, une première question peut-être pour commencer. Comment le métavers pourrait-il révolutionner l'éducation aujourd'hui en France ? Alors c'est une question difficile, vous n'y alliez pas par le petit bout de la lorgnette. Alors bon, d'abord, aujourd'hui il n'y a pas une définition unique du métavers. Il y a plusieurs métavers déjà, et puis c'est quand même, on est à l'aube du métavers. On compare souvent la situation qu'on a actuellement en France avec le métavers avec la situation qu'on avait dans les années 90 avec Internet. C'est vraiment le tout début. Et donc, on est face à des embranchements. On ne sait pas très bien ce que ça va devenir. En France, on est très en retard. Il n'y a pas de métavers français, pas vraiment. Et alors qu'aux États-Unis, par exemple, il y en a déjà plusieurs. Et c'est tellement important, par exemple, pour un Mark Zuckerberg qu'il a décidé de changer le nom de sa société, Facebook, en Meta. Pour lui, c'est vraiment l'avenir. L'avenir, il est sur le métavers. Alors, pour en revenir un peu à votre question, pour l'instant, on a l'impression qu'on n'a pas digéré déjà la révolution numérique de base, si j'ose dire. Oui, donc on est vraiment en retard. On est très en retard et on a du mal à savoir qu'en faire. Alors, de là à passer dans le métavers, dans le contexte de la classe, franchement, on n'y est vraiment pas du tout. Alors, les écoles indépendantes, qu'on appelle aussi hors contrat, sont beaucoup plus agiles, elles sont beaucoup plus capables de saisir la balle au bond, d'innover et d'inventer quelque chose
que bien sûr l'éducation nationale qui a beaucoup de contraintes réglementaires et qui a une contrainte aussi de taille. Donc on peut supposer que les premières écoles qui vont arriver à faire quelque chose de pertinent, ce seront les écoles indépendantes. Mais aujourd'hui, c'est plutôt dans le supérieur qui commence à se faire des choses, avec notamment des espèces de campus complètement dématérialisés. On peut visiter aujourd'hui des campus de certaines facs américaines par le métaverse, pour avoir une approche complètement immersive. Vous avez votre avatar, vous asseyez dans l'amphi, vous allez dans les différents cours, vous voyez les différents professeurs, et vous avez une certaine idée de ce que c'est cette université. Mais c'est plus aujourd'hui, à titre un peu d'expérience, pour savoir si ça nous plaît ou pas, que vraiment de lieu d'apprentissage tel que c'est fait. Donc, encore une fois, on peut en parler, mais ça reste un sujet qui est très, très, très dans les limbes aujourd'hui. Eh bien, on y retourne un petit peu à l'école dans We Have a Dream, parce que partout, dans tous les pays où vous allez, l'école, c'est le lieu de l'intégration à la vie sociale et pas seulement le lieu des apprentissages. Oui, absolument. Écoutez, moi j'ai remarqué que dans certains pays qu'on l'a dit en développement, l'inclusion des personnes en situation de handicap, surtout les enfants, se faisait très naturellement et parfois plus facilement que chez nous. C'est dans la culture, on ne laisse pas un enfant sur le chemin de la route, on l'accompagne, on le fait rentrer dans l'école, quel que soit son handicap. Et j'ai trouvé dans ces pays-là quelque chose qui nous manque un peu chez nous, c'est-à-dire une ambiance particulière. Une humanité. Une humanité, voilà, très très marquée. Et je pense qu'on devrait s'en inspirer parfois pour faire en sorte que nos enfants qui sont un peu en situation de handicap ou avec une forme de différence puissent être inclus dans les écoles comme ça l'est là-bas. On peut dire que 4 à 5% des élèves d'une classe d'âge sont dyslexiques, 3% sont dyspraxiques et 2% sont dysphasiques. Ça vous inspire quoi, ces chiffres? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui est justement la dyspraxie, la dysphasie et la dyslexie? Oui, alors la dyslexie, c'est le trouble d'apprentissage qui est le plus connu, dont on parle le plus. Ouais. C'est un trouble d'accès à la lecture. Donc il y a plusieurs types de dyslexie, d'où la difficulté de pouvoir accompagner les élèves en fonction de leur type de dyslexie. D'accord. La dysphasie, c'est plutôt sur le langage oral. Donc ce sont des jeunes qui vont avoir du mal à comprendre ce qu'on leur dit. Ils peuvent avoir du mal à comprendre aussi des consignes, tout comme des dyslexiques aussi, hein, qui auront du mal à comprendre une consigne écrite et qui vont avoir du mal à formuler des choses. Comment vous les soutenez alors justement, ces nouveaux créateurs d'écoles, directeurs et directrices d'écoles indépendantes? Votre credo, c'est quelque part l'exercice d'une liberté pédagogique qu'on n'a pas forcément dans l'éducation nationale? Oui, c'est-à-dire que c'est pas qu'on l'a pas, c'est qu'on ne songe pas à l'exercer, c'est encore différent. C'est un peu, pour revenir à la caverne, vous êtes dans la caverne, vous n'êtes pas conscient que vous êtes dans la caverne, hein, ou Matrix si vous voulez. Donc il y a des programmes, très bien, on sait très bien qu'on oublie 90% de ce qu'on apprend dans le cadre des programmes. Et puis on n'est pas toujours très sûr de nos mécanismes d'acquisition, comment notre logique se forme, est-ce que notre mémoire est puissante, est-ce que notre logique est puissante, est-ce qu'on a une maîtrise très fine de la langue ou bien on la subit un petit peu, pourquoi on est si nul en langue, pourquoi on a une conscience historique très faible, pourquoi au niveau géographique on va partout mais on ne retient plus rien. Donc en fait il y a des matières à innover à peu près dans tous les secteurs. Nous qu'est-ce qu'on fait à créer son école? C'est simple, d'abord on reçoit les gens qui ont un projet, on les aide à se structurer, on les accompagne techniquement, juridiquement, on les coach, on les met en lien avec des écoles qui peuvent leur ressembler, on les met en réseau pour pas qu'ils soient seuls, parce qu'être indépendant, c'est bien, être seul, c'est un peu bête, on ne peut pas réinventer la roue non plus. Et puis, parfois on les finance sur des aspects précis, mais surtout, on essaie de leur donner tous les outils pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leurs rêves, parce qu'eux-mêmes ont un projet. Donc c'est ça notre rôle. S'ils ont des besoins pédagogiques, d'être en lien avec des gens qui font des choses très carrées, tout à fait conformes à l'éducation nationale, on a des partenaires pour ça. Comme par exemple le cours PI, qui a des cours très bien faits, très carrés, etc., et qui peut faire ça. S'ils ont envie plutôt d'être une approche différente, un peu plus inspirée d'une recherche personnelle, en se servant par exemple un peu de la tradition Montessori, ils peuvent travailler avec quelqu'un comme Céline Alvarez, donc on peut les mettre en relation avec elle, elle peut les accompagner, c'est possible. Donc en fait, on est très libéraux sur la pédagogie, à condition qu'elle soit bien construite. Mais par contre, on leur donne les outils pour pas qu'ils perdent un temps fou à créer le cadre qui va leur permettre de développer leur liberté. Voilà pour le ZAP. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce grand JT. Vous l'aviez promis hier pour le mois d'Octobre Rose. Vous êtes venu en rose mauve. J'ai pris ce que j'avais. Bon, c'est le plus rose que vous aviez. Demain, vous essayez d'avoir vraiment une tenue rose. On peut compter sur vous. Rose, ou au moins un foulard, quelque chose, c'est le défi. Je peux avoir la cravate rose. Eh bien, une cravate rose, très bien. Comme ça, on sera deux cravatés. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous nous retrouvez
retrouver évidemment tous les soirs pour le Grand JT de l'éducation, canal 217 sur Orange et 247 pour les Freebox. Et évidemment, schooltv.com pour tout voir. Aujourd'hui, à la Réal, c'était Mani Pézesque, au son Héloïse Merlin, Laure Rosemont au maquillage et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau Grand JT de l'éducation. À demain, bonne journée.